Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être présent pour ce premier webinaire, voilà, enfin, en virtuel, pas en présentiel malheureusement, autour effectivement du travail social, organisé par le réseau Vigilance Travail Social. Alors juste quelques mots introductifs, enfin voilà, enfin je vous rappelle après ce que c'est de travailleur social. Juste quelques éléments concernant cet échange. Donc voilà, ça va durer à peu près 1 heure à peu près. On terminera la réunion d'ici 8h10, 8h15, je pense. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre sur le chat et puis on se fera un plaisir de répondre ou de donner la parole aux invités. Cette réunion, elle sera également filmée. Alors pour celles et ceux qui ne souhaitent pas être reconnus, s'ils prennent la parole, ben, je vous inviterai à couper votre caméra. Voilà dans les grandes lignes. Donc merci encore de nous honorer tous de votre présence. Cette table ronde virtuelle a été organisée par le réseau Vigilance Travail Social. Alors quelques mots introductifs sur ce réseau. Donc c'est un réseau, comme son l'indique, qui a pour vocation de rassembler des travailleurs sociaux, professionnels de l'action sociale et éducative, ainsi que toutes celles et ceux qui s'intéressent à la question du travail social et qui sont inquiets pour l'avenir, notamment sur la question des principes républicains et des valeurs. Bon, ensuite, on va en discuter un peu plus. Autour de cette table ronde, on a souhaité mettre en lien trois éléments: le travail social, l'identité professionnelle et le choix des valeurs. Moi, comme je dis souvent, on ne travaille pas dans le social par hasard. Voilà, c'est qu'il y a quand même quelque chose. On recevra également ici quatre invités. Paul Voisin, qui est éducateur spécialisé, qui est aussi le fondateur du réseau Vigilance Travail Social. Nous aurons également le plaisir d'avoir Nathalie Audin, qui est directrice d'un centre social dans les Alpes-Maritimes, ainsi que Pascal Liwen, voilà, je prononce bien Pascal, bon, qui est directeur d'un centre social dans le nord de la France, et également Guylain Chevrier, qui est formateur en travail social. Me concernant, voilà, moi je m'appelle Faisal Gelil, donc je suis militant associatif. Je suis fonctionnaire d'État, j'ai travaillé dans l'enseignement, puis également au ministère de l'Éducation nationale, puis également au ministère intérieur sur les problématiques de la politique de la ville. Donc je connais très bien cette belle politique publique. Et donc nous allons commencer cette table ronde virtuelle. Alors, pour commencer, je vais vous présenter les invités. Alors, je vais vous donner un peu voilà, quelques éléments de parcours. Alors, nous avons Guylain Chevrier qui est docteur en histoire, formateur en travail social et chargé d'enseignement à l'université. C'est un ancien également travailleur social sur un territoire. Il a coordonné l'ouvrage Laïcité, émancipation et travail social chez Buc Ressources et l'Harmattan. Ensuite, nous avons Pascal Liwen. Alors, Pascal, si tu peux nous faire un coucou, au moins on pourra t'identifier, qui est du département du Nord, donc un département qui m'est cher car j'habite à Lille, qui est directeur d'un centre social associatif depuis 2008 dans une ville dite rurbaine, hein, Écopont, dans le Valenciennois, du côté de Valenciennes, qui est un mélange d'urbanité et de ruralité situé sur un territoire de la politique de la ville, comme j'expliquais, dans le secteur du Valenciennois. Ensuite, nous avons Nathalie Audin, qui est des Alpes-Maritimes, voilà, dans le sud de la France, là où il fait bon, hein, contrairement à nous dans le Nord. Voilà, Nathalie, qui a un parcours atypique pour une personne qui travaille dans le champ social, qui possède deux formations master en droit public, droit des collectivités territoriales, pardon, et en droit privé, donc le droit d'immobilier. Elle est également en alternance entre les directions territoriales, jeunesse, enfance, politique de la ville, sport et éducation, et les CCAS pour deux communes, donc Saint-André et Valbonne. Alors, je ne sais pas où ça se situe, hein, mais ma chère Nathalie. Et Alors, puis également, Saint-André, c'est limitrophe à Nice, et Valbonne, c'est entre Grasse et Antibes. voilà, donc, bon, voilà, voilà, bon, voilà. Et puis actuellement, tu es directrice d'un centre social de Valbonne, situé entre Antibes et Grasse, ce que tu viens de dire, géré par une maison des jeunes et de la culture. Et vous êtes également présidente d'une association professeur sport, voilà. Et puis aussi syndicaliste, donc conseillère du salarié et défenseuse syndicale, et puis également enseignante auprès de l'UFR STAPS de Nice. Donc c'est ce qu'on appelle quelqu'un qui cumule beaucoup. Nathalie, C'est ça. voilà. Enfin, nous avons le dernier qui est Paul Voisin, Paul qui est de la région de l'Occitanie, donc ancien éducateur spécialisé depuis 2010. Tu as travaillé dans de nombreux champs de l'éducation spécialisée, plus particulièrement en protection de l'enfance et dans la prévention spécialisée. Ton parcours t'a amené de travailler à la fois dans les quartiers de la politique de la ville, mais également dans la ruralité. Et ce qu'on ne dit pas souvent, moi je le dis, c'est qu'il existe quand même des quartiers de la politique de la ville situés en zone
rural, voilà, il faut quand même le dire. Donc voilà, et puis également, tu es ancien, tu as eu des mandats locaux, je crois, Paul, si je ne me trompe pas. Donc tu as été ancien élu. C'est bien ça, Toujours, Paul. toujours élu, mais Ah, donc tu es toujours élu. de ma petite commune. Voilà. Bon, donc pour commencer, je vais vous poser à tous les quatre voilà, une question qui est en rapport avec notre thème. Alors, Guilain, si tu peux ouvrir ton micro et éventuellement ta caméra, Guilain. Hop. Allô, Guilain? Oui, oui, ma caméra est ouverte aussi. Ah, bah écoute, merci. Alors, Guilain, lorsqu'on parle de travail social, d'identité et de choix des valeurs, qu'est-ce qu'on entend par là? Alors, pour préciser un petit peu ce que je fais, en fait, je suis formateur en travail social, donc je forme de futurs travailleurs sociaux, éducateurs spécialisés, éducateurs de jeunes enfants, assistants sociaux et cadres intermédiaires du secteur social et médico-social. Et je dirais, c'est dans le cadre aussi de ces formations que l'on voit ces enjeux apparaître, donc entre comment définir le travail social, quelles identités professionnelles il peut y avoir derrière ce travail social qui correspondent aussi avec des politiques sociales, qui relèvent de l'État-providence, donc de dimension sociale de notre République, et du coup du choix de valeurs qui peut y avoir effectivement, qui est sous-jacent aux enjeux à la fois du travail social et des métiers du travail social. Alors c'est vrai qu'on a peu l'habitude de se rappeler que les métiers du travail social, qui sont étroitement liés aux politiques sociales, que ce soit politique sociale, la protection de l'enfance ou de la petite enfance ou du handicap ou jusqu'au travail donc qui est celui de l'animation, eh bien l'ensemble de ces métiers et de ces politiques sociales sont étroitement attachés à une réalité qui est celle qui relève de dimension sociale de notre République. Et donc cette dimension sociale, elle s'est nourrie de conquêtes sociales et d'où, à un moment donné, historiquement, effectivement, sont apparus des métiers, il y a une différenciation des métiers et des identités professionnelles à la mesure du développement donc de ces politiques sociales aussi très diverses. Et donc ces choix de valeurs aujourd'hui, ils sont quand même assez questionnés par différents biais. Et tout d'abord, on parle d'une crise de vocation du travail social et on en tire parfois un certain nombre de conséquences et de propositions. Et à travers ça, on peut justement particulièrement bien voir quels sont les enjeux dont nous parlons, qui sont des enjeux de société par rapport au travail social, à son rôle fondamental. On dit cohésion sociale, mais c'est finalement l'accompagnement de toutes ces personnes, ces enfants, dans des situations diverses, où on va de la socialisation à une forme de réparation par rapport à des accidents de la vie qui peuvent venir effectivement bouleverser parfois les parcours des uns et des autres. Et donc, tout d'abord, pour insister sur cette dimension sociale, mais qu'on ne peut pas non plus couper de l'égalité, qui est aussi ce grand principe républicain qui a produit aussi une certaine idée du travail social. Alors, le travail social, travail d'utilité sociale et d'intérêt général, on voit tout de suite que derrière ces éléments de définition, on est sur quelque chose qui est de l'ordre finalement, qui rejoint l'idée de citoyenneté, d'une citoyenneté qui s'est élargie des droits politiques aux droits civils, puis aux droits sociaux, relativement récemment, ça date surtout du XXe siècle. Et aujourd'hui, on voit que c'est aussi remis en question quand on entend le Premier ministre dire que le modèle social français sera responsable du chômage de masse, ou encore notre ministre de l'économie, Bruno Le Maire, dire qu'il faut en finir avec la gratuité pour tous et partout, ce qui n'est absolument pas absolu. Mais il y a une continuité, c'est vrai, dans notre modèle social et dans le travail social, mais qui tendent à être assez effectivement remis en question. Alors derrière ce travail social et sa définition, il faut aussi voir que cette égalité, qui est quand même ce principe fondamental d'égalité de traitement de tous devant la loi, ne s'arrête pas au domaine du public. Parce que dans le privé, on va aussi le rencontrer. La liberté de conscience de l'usager est une dimension fondamentale à travers ses droits et libertés, dont le consentement éclairé, qui fait directement appel à justement sa liberté de conscience, son autonomie, sa capacité à exprimer son libre arbitre et
donc effectivement à pouvoir se construire un chemin d'émancipation. Donc on voit que cette dimension de notre République, cette dimension sociale, est aussi étroitement liée à une autre dimension par le lien, celui de cette égalité qui est son principe fondamental, qui irrigue l'ensemble de nos droits, et donc qui va jusqu'à la question de la laïcité. Si l'État est laïque, séparé des religions, il regarde l'ensemble des individus de manière égale et non pas en fonction de leurs différences. Donc ça reste quelque chose de fondamental. C'est une grande valeur qui, effectivement, peut fédérer et fédère en réalité, sans toujours qu'on s'en rende bien compte, effectivement, les métiers du travail social. Alors on a une évolution aujourd'hui qui est marquée par voilà, un peu une dérive, on dira gestionnaire, et beaucoup de travailleurs sociaux se plaignent de passer aujourd'hui plus de temps à cocher des cases parfois, à participer à une sorte de contrôle effectivement managérial de leur travail, plutôt que de le passer auprès des familles ou des enfants, ou dans les situations où justement eh bien, il y a cette implication des métiers du travail social, où la relation, par exemple, éducative, ne se fait pas dans un bureau, mais bien au contact des personnes, des jeunes et des moins jeunes. Et ça, c'est quand même quelque chose qui est assez prégnant et qui devient un véritable enjeu, au sens où aujourd'hui, par exemple, on en vient à proposer qu'il n'y ait plus qu'un seul diplôme du travail social, un seul métier finalement. Mais c'est exactement le modèle anglo-saxon qui correspond à une société où on a tellement de réduits social qu'il n'y a pas de problème pour avoir un seul métier du travail social. Et ça pose quand même énormément de questions. Et les travailleurs sociaux ne sont pas toujours véritablement conscients de ces interactions entre les enjeux républicains finalement du travail social, le travail social, et la diversité de nos identités professionnelles qui, par un diplôme unique, ferait qu'elles soient complètement finalement écrasées. Donc, on voit que là, cette question-là doit être beaucoup plus débattue, puisque c'est aujourd'hui complètement dans les tuyaux des ministères. Et puis, il y a une autre dimension dont je voudrais parler un petit peu pour clore mon propos, c'est l'appel au travail communautaire. Alors voilà, on a des situations, on a de plus en plus, effectivement, une montée des revendications identitaires, des quartiers en difficulté, à voir parfois avec du repli identitaire, qu'on peut voir sous différentes formes dans notre société, hein, qui touche aussi le monde politique, et cette dimension communautaire, justement. Aujourd'hui, on nous dit, finalement, la solution, c'est peut-être d'aller dans le sens, finalement, du vent, quoi. Eh ben non. Eh ben non, justement. La seule façon de respecter les personnes, c'est bien de leur proposer d'accéder toutes à l'égalité des mêmes droits. Et non pas chacun selon sa communauté et chacun selon ses droits. Ce serait plus le même travail social. D'autant que ça crée les conditions, et c'est quelque chose qu'on a constaté, qu'un certain nombre de travailleurs sociaux, du coup, voilà, s'écartent finalement de certains principes pour porter des signes religieux en pensant que c'est une bonne chose, par exemple, pour être en relation avec les publics qui eux-mêmes les affichent. Et en fait, on perd le sens de cette distance du travail social, de cet espace à l'intérieur duquel se tricote la relation, par exemple, éducative, et où cette dimension, elle est complètement voilà, un peu niée, en tout cas, elle est mise à mal de manière très forte. Et donc, on voit que à tous les niveaux, le travail social est un enjeu aussi de ce rapport finalement à une inégalité laïque. Dans cette approche qui est celle de principes et de valeurs qui peuvent nous réunir et sur lesquels il faut absolument réattirer l'attention au moment où précisément ces liens dont je parle sont de plus en plus en danger, et donc avec un impact certain sur notre lien social et sur la capacité à faire société, tout simplement, à faire nation. Très bien, merci Guilain. Et pour rebondir un peu sur ton propos, moi j'ai l'habitude de dire que de citer l'article 1 de la Constitution qui dit que la France est une république laïque, indivisible, est une république démocratique, laïque, indivisible et sociale. Et le contrat social, effectivement, que nous avons au sein de la société est très important. Les questions d'indivisibilité, les questions républicaines, notamment laïques, et puis également les questions sociales. Voilà, c'était juste une petite digression. Euh, je vais passer là, je vais donner la parole à Pascal Liwen, qui est directeur d'un centre social à Écopont, dans le nord de la France. Alors Pascal, comment s'est constituée ton identité professionnelle?
Oui, j'aime rappeler ce qu'on a échangé évidemment auparavant. C'est comme tu le disais, en fait, on n'est pas inscrit dans ce métier pour rien. Alors, ça commence par une sensibilité, tout simplement, aux autres. Et puis, c'est peut-être un peu le point de départ d'une identité. Oui, je travaille dans le Nord. Oui, j'ai passé toute mon enfance dans un territoire, on pourrait dire aussi une communauté. Je sais qu'on ne peut pas l'oublier et que je m'y réfère de temps en temps, mais ça ne constitue pas pour autant mon identité dans le travail. Euh, Ce que je souhaite rappeler par rapport à nos échanges, c'est que derrière le mot identité, il y a cette notion de semblable. Et puis, il y a quelque chose qui est un peu antinomique, mais qui veut dire aussi la même chose. En tout cas, une autre partie de l'identité, c'est une singularité, affirmer une singularité. C'est assez marrant de voir que ces deux mots, que derrière ce mot identité, on trouve en fait deux choses un petit peu antinomiques, mais qui peuvent très bien se rassembler. Moi, dans la construction de mon identité, j'ai découvert en formation, euh, au-delà de ce que j'avais vécu euh, dans sur ma terre natale, on va dire, j'ai découvert l'éducation populaire. Et il me semble qu'avec l'éducation populaire, qui est une émanation un peu de la Révolution française, j'ai cheminé vers quelque chose qui me permettait en tout cas d'aller vers plus d'égalité, plus de laïcité petit à petit. Euh, Pourquoi? Parce que dans un premier temps, il y a deux tendances comme ça qu'on peut attacher à l'éducation populaire. C'est que les savoirs démarrer des individus qui connaissent des difficultés et effectivement, c'est bien de s'y attacher. Donc, on revient à l'identité dont je parlais précédemment. Mais il y a aussi une notion un peu émancipatrice qui vient de Condorcet, et j'aime à le citer parce que à travers les savoirs peut-être un peu plus institutionnels et qui nous concernent moins directement, on arrive à se défaire de toutes les influences. Et c'est bien ça aujourd'hui qui est, à mon avis, posé, avec des valeurs effectivement qui nous sont communes. Alors, dans les centres sociaux, par exemple, on parle de dignité, on parle de démocratie, on parle de solidarité que j'ai vu, de mes yeux vus dans les quartiers, dans les corons. Euh, et avec ça, en fait, j'ai l'impression que ça soude un petit peu, ça donne du sens au travail que je fais, euh, et ça rejoint aussi l'identité collective. Si l'éducation populaire, c'est une utopie de proximité, alors ça doit être atteignable, justement parce que c'est de proximité. Donc il y a toujours ce jeu entre être proche des gens, les considérer comme semblables, mais aussi rejoindre un petit peu l'intérêt collectif. Et il me semble que fortement les valeurs de la maxime républicaine, elles peuvent souder et voire même, d'une certaine façon, faire exister les identités et les renforcer. Voilà ce que je dirais en peu de temps, mais peut-être qu'on aura des questions à se poser par rapport à ce que je prononce. Merci. Merci Pascal pour ton témoignage. Alors, Nathalie, moi je voulais te poser une question. Aujourd'hui, de plus en plus, on est dans un monde dématérialisé, hein. Beaucoup de documents se font via Internet, via les formulaires sur certaines applications. Euh, Quels sont les enjeux de la dématérialisation face à l'accès au droit? Parce que ça pose un problème d'accès au droit, et on le voit très bien sur les taux de non-recours. Voilà, alors, je te laisse nous dire quelques mots dessus, Nathalie. Je vais compléter ce que disait Pascal, hein, puisque je suis aussi directrice d'un centre social, donc à l'autre bout de la France, puisque je suis directrice d'un centre social dans les Alpes-Maritimes, qui n'est pas un territoire facile, puisque c'est un territoire où il y a assez peu
comment dire, de liens sociaux. On fait partie des départements où il y a le moins de centres sociaux. On est à 8 centres sociaux actuellement, ce qui est très peu par rapport à d'autres départements. Ça s'explique assez facilement puisque on a un département qui est assez peu ouvrier, donc peu de culture syndicale, peu de culture collective. Et donc, les centres sociaux qui existent portent fortement, en tout cas ils essaient, portent fortement cette volonté de faire ensemble. Tout à l'heure, Guylain disait qu'on devait faire société. Ben, c'est exactement ce qu'on essaie de faire dans un centre social, c'est de faire société. Alors du coup, concernant la dématérialisation et de manière générale la numérisation de la société, elle nous est tombée dessus vraiment au moment du confinement. Tout le monde pensait que la fracture numérique s'était passée, qu'il n'y aurait plus de soucis, que tout le monde était équipé, que tout le monde était câblé, tout ce qu'on peut imaginer derrière. Alors pas du tout, hein, puisqu'au moment du confinement, on s'est aperçu que la fracture numérique existait fortement et qu'il y avait des personnes qui étaient très inégalement équipées en matière numérique, ce qui a posé vraiment des problèmes au moment du confinement, et notamment pour l'accès à la scolarité des enfants. Nous, on était ouverts, puisqu'un centre social fermé pendant une crise sanitaire, ça n'avait pas de sens pour nous. Donc, nous sommes restés ouverts, comme de nombreux centres sociaux qui, au passage, avaient une dérogation, hein, puisque ça faisait partie des équipements, des rares équipements qui avaient le droit de rester ouverts pendant le confinement. Donc, nous en avons profité. Et nous avons à ce moment-là pallié au problème de la fracture numérique, tout en s'apercevant que non seulement il y avait une inégalité concernant les équipements, mais il y avait aussi une inégalité concernant l'usage. Et on s'est rendu compte, après la crise sanitaire, que de nombreuses personnes, contrairement à ce qu'on pouvait penser, étaient très, très en retard pour tout ce qui concerne leur accès aux droits, notamment via les plateformes dématérialisées, qui sont un vrai problème. Nous, toute la journée, on reçoit des personnes qui ont des soucis d'accès à leurs droits, tout simplement parce qu'ils ne savent pas utiliser correctement tout ce qui relève de la numérisation. Donc, on passe beaucoup en accompagnement personnel. Alors, on nous demande, nos financeurs nous demandent de faire beaucoup d'accompagnement collectif. Alors, il s'avère que faire de l'accompagnement collectif sur ce type de problème, ça n'est pas pertinent, puisque lorsque vous faites une formation, un accompagnement collectif, ben, les personnes, quand elles ne sont pas confrontées immédiatement au problème, vont vous dire bah oui, qu'elles ont compris. Et une fois qu'elles se retrouvent face au problème, ben, elles s'aperçoivent qu'elles ont besoin d'un accompagnement personnel. On a eu beaucoup de soucis concernant l'ENT, notamment quand il s'agissait pour les parents de suivre leurs enfants, la scolarité de leurs enfants, et que les parents devaient passer par une plateforme numérique. Et on s'est aperçu qu'il y avait beaucoup de personnes, beaucoup de parents qui étaient très en retard quant à l'accès des techniques pour pouvoir accéder à l'ENT de leur enfant. Donc voilà les problèmes auxquels nous sommes confrontés. Ça, c'est le problème, on va dire, accès au droit, et au droit au pluriel, évidemment, hein, qui concerne maintenant toute la vie sociale, hein, que ce soit pour accéder à ces allocations perte d'emploi ou pour accéder à ces indemnités journalières. Enfin, tout maintenant est dématérialisé. Et donc, nous sommes confrontés vraiment à la fracture numérique plus, puisque ben, nous sommes là pour accompagner et aider les personnes en difficulté. Et donc, nous voyons bien que ce n'est pas gagné. Alors ça, c'est la première partie. Et alors, c'est pas une question d'âge, hein, contrairement à ce qu'on pourrait penser. C'est pas forcément les personnes ici, elles sont plus sensibles à cette difficulté que les plus jeunes, mais ça concerne aussi des personnes qui, par exemple, ne savent pas parler le français, ne savent pas écrire le français, donc ne savent pas le lire. Et donc, il y a vraiment une grosse difficulté concernant l'accès au droit maintenant via cette dématérialisation qui est un vrai problème, qui enlève de l'humain, en fait, hein. Donc, nous, on est là, dans les centres sociaux, pour remettre de l'humain là où on va dire le progrès, entre guillemets, l'enlève. Donc, on est dans cette démarche. Et puis, il y a un deuxième aspect concernant la perte des liens humains, c'est tout le travail d'animation sociale. Nous, dans les centres sociaux, nous sommes là pour porter collectivement des projets. Donc, nous sommes là pour amener de l'humain partout, en fait. Et on s'aperçoit qu'il y a une sorte de délitement du rapport humain. Et donc, nous avons beaucoup de difficultés, alors qu'auparavant, c'était quand même plus simple, il me semble, à faire participer les individus. Alors, ça touche beaucoup les jeunes, notamment, qui beaucoup restent derrière leur console, par exemple, ou derrière leur jeu vidéo, et qu'on a du mal à amener sur des activités collectives.
Alors, pas ceux qui pratiquent une activité sportive, parce qu'eux choisissent de fait de rentrer dans une démarche collective, mais beaucoup de jeunes et des enfants restent enfermés dans leur chambre. Donc, nous, notre travail, c'est aussi d'aller les chercher, d'aller leur proposer des projets innovants qui puissent les intéresser pour les sortir de leur chambre et essayer de travailler avec eux. Alors, via, bon, ça, les centres sociaux connaissent bien, des bouges ta place ou des activités en soirée. Et donc, là, on met en œuvre les démarches de l'éducation populaire qui sont encore vraiment fondamentales. Il faut vraiment défendre l'éducation populaire qui est en grande difficulté. Donc nous utilisons vraiment tous les outils pour remettre de l'humain là où parfois il a tendance à disparaître. Et en fait, on s'aperçoit, alors moi j'aime beaucoup un philosophe qui s'appelle Zygmunt Bauman qui dans les années 90 parlait de société liquide. Alors on était dans les années 80-90 et on pensait que c'était quelque chose qui était impossible, puisqu'on vit en société, donc par définition, on vit entre humains et on met en œuvre des liens sociaux, et on s'aperçoit que finalement, et je pense vraiment que la crise sanitaire a été un révélateur, on est en train progressivement de perdre de la matière humaine, de la relation humaine, et je ne sais pas si c'est le progrès. Si c'est le progrès, c'est inquiétant, parce on est censé faire société, et si on perd la relation humaine, la relation sociale comme étant quelque chose de normal et de fondamental, eh bien, je pense que notre société risque beaucoup de perdre en qualité, évidemment, et je ne suis pas sûre que ce soit le progrès. Merci, merci Nathalie pour ton témoignage. Donc Paul, euh, toi, de par tes fonctions d'éducateur spécialisé, tu as cette particularité d'à la fois d'avoir ou de toujours exercer dans les quartiers de la politique de la ville, mais également dans les quartiers situés en ruralité. Est-ce que, selon toi, d'après ton expérience, est-ce qu'il y a une différence de posture entre officier dans un quartier et officier dans des quartiers, entre guillemets, en ruralité? Est-ce qu'il y a une différence? On se pose toujours la question, hein. Oui, oui, c'est une question importante. Bah, avant d'y répondre, Faisal, et je te remercie. Je voudrais juste prendre deux secondes pour saluer l'initiative de cette table ronde. Moi, je trouve que c'est un événement qui est important et qui est utile. En tout cas, que nous, on souhaiterait utile à l'ensemble du travail social. C'est vrai que moi, je vais parler de la corporation que je connais le plus, hein. Tu l'as dit, Faisal. Moi, je suis éducateur spécialisé diplômé, en tout cas, même si je travaille dans les QPV depuis l'âge de 17 ans, depuis au moins 20 ans. Je suis diplômé depuis 2010. Euh, la question pour les éducateurs spécialisés, la question de l'identité professionnelle et du sens qu'on donne à sa pratique, elle est fondamentale. Ça fait partie intégrante de la culture professionnelle de l'éducateur. Et je pense qu'il est important de se poser de nouvelles questions. Alors, le métier d'éducateur, alors, c'est connu, hein, c'est un métier qui attire beaucoup de militants, hein, au sens politique, au sens syndical, mais pas que, c'est surtout des militants, on peut les qualifier, des militants des droits humains, qui ont des convictions fortes, qui ont décidé de faire un métier avec du sens. Et moi c'est aussi pour ça, hein, que j'ai décidé, c'était ma manière à moi, quand j'étais à la fac, je savais ce que je voulais faire. J'étais quelqu'un de très militant, assez politisé, depuis toujours. Et la meilleure façon que j'ai trouvé de faire de la politique avec un vrai sens, c'était de devenir éducateur spécialisé. Donc, et je ne suis pas un cas unique, en tout cas, dans la profession, même si on voit chez les jeunes éducateurs, je pense que Parcoursup payé pour beaucoup, ça tend un peu, ça tend à partir avec des étudiants de plus en plus jeunes. En tout cas, les éducateurs spécialisés, les travailleurs sociaux, ça reste quand même des gens qui ont une empathie particulière dans la relation d'aide, qui peuvent être sensibles aux difficultés que les personnes qu'ils accompagnent rencontrent, et qui ont aussi, ça c'est important, qui sont sensibles des fois à des discours anti-establishment, anti j'allais dire administration, mais voilà, il y a quand même des difficultés.
Et ça fait aussi partie, à mon sens, des angles morts de la constitution de l'identité professionnelle des éducateurs. C'est des questions, le rapport au commun, le rapport à l'universalisme, le sens qu'on donne dans le travail d'insertion qui est mené. Je pense que c'est des questions qu'on ne se pose pas assez. Alors, je sais pas, je vais pas, parce que c'est tous des outils qui sont très utiles pour le travail social, la psychologie interculturelle, la sociologie, évidemment, mais chez les travailleurs sociaux, il y a beaucoup de gens aussi qui ont des parcours universitaires, qui sont aussi sensibles aux dérives que peuvent rencontrer le monde universitaire, le monde syndical et certains partis qu'on trouve à l'extrême gauche, parce que heureusement, j'ai pas rencontré beaucoup de collègues situés à l'extrême droite. Donc c'est quand même un métier plutôt marqué, plutôt perméable quand même aux dérives qu'on peut constater, que ce soit sur les réseaux sociaux ou dans la vie de tous les jours. Et moi, je pense dans un sens là, il ne faut pas avoir peur de questionner ces pratiques vis-à-vis du cadre politique et du rapport qu'on peut avoir aux institutions. Alors, quand je dis nous, c'est nous, travailleurs sociaux, nous, éducateurs en général. Euh, et, euh, et ça me permet juste, parce que j'ai pris une note sur ce que disaient Pascal et Nathalie sur l'éducation populaire. Alors oui, Nathalie, tu disais que l'éducation populaire va mal. Moi, je pense qu'elle est en état de mort cérébrale, comme dirait l'autre. Les dérives, moi, elles me semblent très, très importantes. Et je pense que cette question du sens et de l'identité professionnelle des acteurs de l'éducation populaire, c'est des questions qu'ils auraient dû se poser il y a bien, bien longtemps. Juste, j'étais un petit peu long, mais pour répondre à ta question, Faisal, sur la question, le rapport, la différence de posture professionnelle entre les quartiers prioritaires et les quartiers et la ruralité, parce que j'ai pas vraiment travaillé en fait en politique de la ville dans la ruralité, donc c'est vraiment je connais aussi la ruralité profonde. Euh, donc les problématiques, elles sont différentes, mais les difficultés, elles sont réelles, hein, qu'on soit d'un territoire ou d'un autre. Moi, j'ai toujours considéré qu'il était dommage de vouloir opposer le jeune du Mirail avec le jeune qui habite dans le fin fond du Gers ou qui habite dans le fin fond du Lot. Il y a beaucoup plus de similitudes qui n'y paraît. Dans les deux cas, on retrouve des problématiques qui se ressemblent, que ce soit des problèmes de mobilité, d'insertion, des envies d'émancipation, cette envie de s'extraire aussi parfois de son territoire, et que les dangers auxquels ils sont confrontés, c'est souvent les mêmes, les problèmes d'addiction, les problèmes de drogue, l'augmentation des troubles psy et de plus en plus précoces, on les retrouve quel que soit sur le territoire, le décrochage scolaire. La façon dont le Covid, le confinement sont aussi passés par là, ça a été catastrophique. Je travaillais en QPV pendant cette période-là. À la fin du déconfinement, l'état des enfants était très préoccupant, et c'était pareil dans la ruralité, parce que c'est pas parce qu'on habite à Cahors ou à Nogaro dans le Gers qu'un enfant, le confinement, il va le passer dehors ou dans les champs. Il va le passer aussi sur son smartphone. Il va le passer avec les mêmes risques. Bon, après, forcément, il y a quand même certaines dérives qui concernent plus les QPV que la ruralité. Et ça, c'est aussi une réalité. Les problèmes de radicalisation, d'atteinte à la laïcité, c'est des choses qui sont beaucoup moins communes. Mais moi, j'ai tendance à penser que c'est pas pour ça qu'il faut pas pouvoir leur en parler, que organiser une semaine de la laïcité dans le rural, ça a aussi du sens, parce que le diagnostic montre il y a très peu d'enfants, de jeunes entre 18 et 24 ans qui sont dans le rural. Il doit y avoir 4 ou 5% de jeunes de cette tranche d'âge là par territoire. Et c'est pas étonnant, parce qu'à 18 ans, une fois qu'on a eu son bac, qu'on a eu son permis, ou qu'on va faire une formation, un apprentissage, on part sur Toulouse, quelques-uns sur Bordeaux, les autres un peu sur Paris, mais ils sont très peu euh, à rester sur leur territoire. Donc c'est important aussi, c'est des citoyens de demain, c'est des jeunes qui vont être confrontés aussi aux difficultés que peuvent rencontrer le vivre ensemble. La République, ça les concerne aussi.
Et puis, il y a eu certains drames il y a quelques mois, dramatiques comme à Crépol, qui montrent que finalement, aucun territoire n'est épargné pas pas par ces questions-là, quoi. Donc, après, je vais conclure là-dessus, mais enfin, les travailleurs sociaux, les éducateurs spécialisés, ça reste les premières lignes, ça reste ceux qui voient en premier les failles de notre société. Moi, quand j'ai commencé même mes stages en prévention spécialisée, éducateur de rue, euh, vraiment au contact ça a été très formateur. Il y avait déjà des signaux faibles pour qu'on pouvait percevoir. La situation n'était pas aussi grave que ce qu'elle est aujourd'hui. C'était avant, à Toulouse, avant les attentats de Mohamed Merah, mais il y a énormément de signaux faibles qui auraient dû alerter les institutions, les administrations, dans la relation aux jeunes, l'espèce, Guylaine, tu en as parlé, un repli identitaire, mais qui se percevait déjà dans les années 2000. Et encore, j'avais pas un œil particulièrement aiguisé sur ces questions-là. Mais c'était déjà des questions qui m'intéressaient. Donc, on voit bien, là, plus 15 ans après, l'augmentation des revendications identitaires, et ce, quel que soit le public, hein. Je pense que tous les publics sont concernés, et il me semble qu'il est important dans la construction de l'identité professionnelle du travailleur social, de passer par l'acceptation et la promotion de nos valeurs qui nous sont communes, dont la laïcité, dont les valeurs de la République, de ne pas se situer, quand on travaille dans les quartiers, en préparant cette table ronde, Faisal on en avait parlé. Moi, je ne trouve pas que ce soit porteur de sens pour un jeune victime de bavure. Alors oui, il peut y avoir des bavures, oui, il peut y avoir des rapports police-population difficiles, mais aller dans le sens des jeunes, promouvoir ou fermer les yeux sur des discours anti-police, anti-État, qui soutiennent un racisme d'État, moi je trouve que c'est pas acceptable, et je pense qu'on rend absolument service à personne en faisant ça, et des exemples, on peut en trouver beaucoup. Parce que c'est vrai qu'autant dans l'éducation nationale, les atteintes à la laïcité euh, et les menaces, on peut les quantifier. Dans le travail social, c'est pas possible, hein. Je ne connais pas une seule MEX, une seule maison d'enfants à caractère social qui va faire remonter toutes les atteintes qui vont vivre au quotidien. En tout cas, juste pour finir, je conclurai là-dessus. Je pense qu'il est important de ne céder ni à la facilité, ni au petit renoncement du quotidien, et que, encore une fois, ce n'est bénéfique vraiment pour personne. Merci, merci Paul pour ton témoignage. Moi, j'avais une question concernant alors après, vous me dites, hein, Paul, Nathalie, Guylain, voilà, ou Pascal, si vous souhaitez répondre. Euh, on sait qu'effectivement, dans les écoles, nous avons des atteintes à la laïcité chez les jeunes, les lycéens, les collégiens. Moi, j'ai deux questions. La première chose, c'est est-ce qu'on a effectivement ces atteintes à la laïcité et aux principes républicains dans le milieu social? Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est quel est le niveau, entre guillemets, parce que quel est le niveau de formation aussi de certains de vos collègues? Alors, ce n'est pas vos collègues en donnant des noms, mais c'est globalement parce que dans le travail social, il y a aussi parfois voilà, des gens qui sont des gens qui travaillent, des éducateurs de rue, des animateurs. Moi, j'en ai côtoyé quand je bossais dans la politique de la ville. Et parfois, on remarque également qu'il y a effectivement une forme de mimétisme entre l'usager final, le jeune en l'occurrence, et le travailleur social. Parfois, vous savez, on casse des barrières professionnelles et on rentre dans une certaine intimité. Et parfois, on peut être amené à parler arabe, à sortir des mots, par exemple, à ne pas respecter certaines valeurs républicaines. Alors, comment vous le vivez sur cette deuxième partie, voilà. Enfin, c'est quoi la question? C'est la formation, il faut mieux recruter, voilà. Donc je vous laisse, hein, celui qui veut prendre la parole, n'hésitez pas. Mais Nathalie, attendez, il y avait Laura Gandolfi. Allez-y, Laura Gandolfi, si ça Ah, ne- non, bonjour. Donc, je suis adjointe au maire de Villeurbanne et j'étais adjointe d'un quartier. On a des quartiers populaires et récemment, on a fait un peu la une puisque
des habitants du Tonkin se sont mobilisés pour repousser des dealers qui arrivaient en bas de leur immeuble. Du coup, il y a eu une émission sur l'antenne 2 il y a 3 semaines et Darmanin, qui était à Lyon vendredi dernier, est venu à Villeurbanne avec quelques moyens, alors que ça fait 4 ans qu'on lui en demandait. Mais la question, en fait, que tu évoquais juste maintenant, elle m'intéresse parce que très souvent, j'ai eu l'impression que les éducateurs, les animateurs, les médiateurs, en fait, il y a pas mal de définitions. J'avais constaté quelquefois qu'ils ne répondaient peut-être pas, mais je ne porte pas un jugement, je connais pas leur métier, mais je ne suis pas sûre que leur formation, elle est beaucoup évolué et qui ne se retrouve plus en face des mêmes publics. Autant il y a eu une époque où il y avait des façons d'être avec les jeunes, d'échanger avec eux, de faire plein d'activités, ça marchait. Et maintenant, moi, j'ai l'impression, face à beaucoup de familles monoparentales dans les quartiers populaires, des mères qui n'en peuvent plus, qui n'ont pas beaucoup d'argent, et donc qui délaissent un petit peu une certaine autorité. Cette autorité, ces jeunes, quelquefois, ils ne la trouvent nulle part du coup. Et on ne pourrait attendre que les médiateurs, éducateurs, etc., puissent redonner du sens de la République, le sens de la République, le sens de l'autorité, la hiérarchie, etc. Et moi, je suis très intéressée justement sur qu'est-ce que le métier et quel métier a vraiment évolué. Voilà. Et quant aux centres sociaux, on en a pas mal à Villeurbanne, on en a 4 sur les 8 quartiers des maisons de services publics. Moi, je me suis beaucoup, au moment effectivement du Covid, intéressée aux collégiens à qui des profs envoyaient des cours à étudier. Ces gamins, ils avaient des téléphones chez eux où ils étaient 4 dessus. Donc, le centre social, j'ai vu tous les principaux. On a trouvé un référent dans le centre social qui récupérait tous les cours et avec des autorisations, on les imprimait pour ces jeunes. Et il y a toujours, je pense, dans tous vos centres sociaux encore, des ateliers de fracture numérique, etc. Donc, heureusement que les centres sociaux sont là pour mettre du lien dans les quartiers où il manque souvent du service public. Mais ce qui m'intéressait beaucoup, c'est vous, les professionnels, de vous entendre si vous ressentez que la réponse, elle est un peu différente de ce que vous avez peut-être pu vivre il y a quelques décennies, je pense. Merci. Alors, Nathalie, Oui, alors il y a une question qui m'interpelle toujours, c'est la distinction qui est faite entre le temps scolaire, le temps périscolaire et le temps extrascolaire dans la formation des intervenants. Alors, le temps scolaire, c'est quelque chose qui évidemment est très important puisque c'est le temps de l'enseignement et on sait combien notamment l'État est particulièrement vigilant en matière de laïcité en temps scolaire. Et puis, il y a d'autres temps, et alors que l'enfant, c'est le même, qu'il soit en temps scolaire, en temps périscolaire ou extrascolaire, c'est toujours le même enfant. Et en temps périscolaire et extrascolaire, il y a beaucoup moins de contrôle sur la qualité de ce qui est apporté aux enfants. Alors, est-ce que c'est parce qu'on considère que ces temps seraient des temps moins importants que le temps scolaire? Alors moi, je ne le pense pas. Je pense qu'en temps périscolaire et extrascolaire, évidemment que l'apport pédagogique est totalement différent de ce qu'on peut attendre d'enseignants. Il n'est absolument pas question d'être en concurrence avec les enseignants. Pour autant, au moment des temps périscolaires et extrascolaires, évidemment que les intervenants, que ce soit des animateurs ou des éducateurs, plus souvent des animateurs, ce sont des adultes dits référents qui doivent transmettre, à mon sens, des valeurs et notamment les valeurs de la République. Et là, je pense effectivement qu'il y a un vrai problème en termes de formation des animateurs notamment, beaucoup moins des éducateurs spécialisés et encore que c'est pas toujours non plus idéal. Mais en tout cas, concernant les animateurs, ça c'est sûr. En termes de formation, on n'est vraiment pas au niveau pour faire en sorte que ces animateurs transmettent des valeurs, et notamment les valeurs de la République, excepté évidemment des personnalités et des animateurs particulièrement euh, sensibles à ces questions. Et ils existent, heureusement. Mais cela dit, ça n'est pas une généralité. Alors, est-ce que c'est un problème de contrôle des contenus pédagogiques? Alors, je sais que Jeunesse et Sport, bah, malheureusement, ils ont aussi, eux, de moins en moins de moyens pour venir contrôler ce qui se passe dans les centres de loisirs notamment.
Ou est-ce que c'est les formations qui ne sont pas adéquates? Je pense aussi qu'effectivement, on pourrait améliorer la formation des animateurs. Et puis surtout, il y a deux catégories d'animateurs. Il y a l'animateur professionnel et puis il y a l'animateur qui est simplement titulaire du BAFA. Ben, ça serait bien que les organisateurs d'activités pensent plutôt à s'adresser à des animateurs professionnels, parce que je pense quand même que leur formation est quand même plus poussée que l'animateur BAFA, que aux animateurs BAFA dont... Enfin, il faut se souvenir quand même que le BAFA n'est pas un diplôme, que le diplôme, bah, c'est BPGEPS, et qu'il faut faire plutôt appel à des animateurs diplômés et donc un peu plus chers qu'à des animateurs BAFA dont on n'est pas sûr de la formation. Il n'empêche que même pour les animateurs professionnels, je pense vraiment qu'il faudrait faire un gros effort en matière de formation et notamment sur la transmission des valeurs républicaines. Ok, merci. Guylain, tu as levé la main. Oui, alors justement, sur la question qui a été posée précédemment, je crois que d'abord, du point de vue des formations, il est vrai qu'on a largement oublié donc le rapport entre, je dirais, le travail social et la République, à ne plus définir le travail social par rapport à nos institutions. Je le dis parce que moi, j'interviens beaucoup sur ces questions-là, mais finalement, c'est un peu une goutte d'eau dans la mer par rapport à l'ensemble, je dirais, de ce qui constitue les formations en France des travailleurs sociaux, avec la diversité, environ 16 métiers différents. Et le fait est qu'on l'a largement perdu de vue. Donc, il y a un problème de formation. Depuis la dernière réforme du diplôme, la laïcité est quand même obligatoirement enseignée d'une manière ou d'une autre. Il faut le savoir. Mais évidemment, comment? Parce que on peut avoir des définitions de la laïcité qui sont très différentes. On peut très bien considérer que la laïcité, c'est l'égalité de traitement des religions, comme certains l'avancent. Et là, on pourra se repérer, il y a un certain nombre, compris de personnes qui sont des vraies références du secteur, qui disent cela, ce qui est totalement faux. Et donc là, il y a un véritable problème, c'est l'égalité de tous devant la loi, quel que soit le fait de croire ou de ne pas croire. Donc c'est quand même très différent. Donc quand déjà on est dans cette façon d'enseigner la laïcité, les principes républicains, automatiquement, qu'est-ce qui va se passer? La réaction, ça va être de dire, bah oui, mais alors pourquoi il y a des religions qui sont bien traitées, d'autres qui sont moins bien traitées, les jeunes des quartiers, par rapport à leur religion, bah, finalement, c'est les pauvres auxquels on s'attaque, puisque c'est toujours les mêmes auxquels, voilà, on va poser des limites, on va être dans la polémique, alors que c'est pas vrai, alors qu'il y a des règles communes et qui s'appliquent à tous, simplement. Et ça, il y a une confusion qui a été entretenue de ce point de vue-là y compris par des organisations politiques. On pourrait dire que l'État y a largement contribué aussi, faut le dire. Quand après les premiers voiles dans l'école à Creil en juin 89, eh bien, on a attendu 15 ans pour faire une loi dont on vient de fêter le 20e anniversaire, la loi du 15 mars 2004, qui réaffirme simplement la laïcité dans l'école, puisqu'il y avait une circulaire de Jean Zay en 1936 qui réaffirmait le fait qu'il n'y avait pas, on ne devait pas manifester ses convictions religieuses, politiques, etc. Donc, on est resté aussi dans des situations comme celle-là qui ont favorisé l'émergence, je dirais, qui ont facilité, je dirais, déjà quelque chose qui existait, c'est-à-dire une montée des revendications identitaires dans une société de plus en plus individualiste, il ne faut pas l'oublier. Donc, vis-à-vis de quoi la notion de solidarité même perd beaucoup de son sens, malheureusement. Et on ne se rend pas compte à quel point liberté, égalité, fraternité, précisément, il n'y a pas de fraternité si on n'est pas des égaux. Et si on est des égaux, c'est parce qu'on est d'abord libre. On a des droits et libertés individuelles qui sont indépendants de l'influence des groupes de pression, quels qu'ils soient, religieux, pas religieux. Donc c'est hyper important, cette affaire de capacité à décider pour soi-même, qui d'ailleurs qu'on retrouve dans les droits de l'usager, de la loi, bon, pour la citer, de janvier voilà, 2002, donc, qui est la loi qui rénove l'action sociale et médico-sociale, donc qui a réaffirmé ces droits. Mais on ne les traduit pas dans, effectivement, l'expression des valeurs républicaines et effectivement dans le principe de laïcité tel qu'on vient d'essayer un petit peu de dénoncer. Donc, on voit très bien les enjeux qui se situent déjà par rapport à ce décalage qui a été croissant. Et donc, on a formé aussi les travailleurs sociaux dans un état d'esprit. Souvent, le travailleur social est assez anticonformiste. Et en fin de compte, le travail social, il ne faut pas qu'il tombe dans le fait de vouloir se conformer les gens à un modèle. Alors, on a des valeurs et des principes communs. On ne peut pas non plus l'éviter complètement. Mais c'est parce qu'on oublie une partie des choses. Ce que disait tout à l'heure Pascal sur la singularité. La singularité, elle implique deux choses. Et d'ailleurs, c'est la définition de la cohésion sociale. C'est donc l'intégration sociale, c'est-à-dire l'appropriation par tous des mêmes principes, valeurs communes,
Et puis, il y a aussi le fait qu'un individu va développer des désirs. Ça s'appelle la régulation sociale, c'est-à-dire que chaque individu va développer quelque chose qui est de l'ordre donc d'un ordre beaucoup plus personnel. Il va se singulariser dans l'appropriation qu'il fait de sa participation à la société, et puis aussi il a son caractère. Et donc par rapport à la notion de besoin qui est commune, on va se développer la notion de désir, comme l'estime de soi, qui est une dimension très importante dans l'accompagnement social. Mais si on ne voit pas les enjeux de cette singularité comme étant d'abord de l'ordre de la protection des droits et libertés individuelles, qui constituent aussi un bien commun, une propriété collective à défendre, ben on quitte le champ des valeurs républicaines et puis on va au contraire vers une forme de singularité qui ressemble au droit à la différence et à la logique communautaire. Et là, il y a vraiment des confusions à lever, mais qui malheureusement, sur lesquelles on travaille assez peu finalement, et qui sont peu enseignées, il faut bien le dire. Merci, merci Guilain. Alors Paul, tu as levé la main, alors nous t'écoutons. Oui, bon, je vais essayer de le faire rapidement. Sur l'intervention de Madame Gandolfi, je ne suis pas étonné que parfois les élus, même le grand public ait du mal à définir ce que fait un éducateur spécialisé. Moi, ça m'est déjà arrivé qu'on me demande dans quoi j'étais spécialisé et que je répondais, et que j'ai l'habitude de répondre spécialisé en pas grand-chose. Donc à partir de là, c'est vrai que c'est difficile de définir le métier et les fonctions d'un éducateur. Je pense que personne dans le grand public n'est capable de dire avec précision ce que fait un éducateur spécialisé, et que ça prend du temps de le définir. En tout cas, s'il y a bien une chose sur laquelle quand même je pense que les éducateurs sont spécialisés, c'est sur la relation éducative. Et la relation éducative, on peut y mettre beaucoup de choses. Donc, je suis pas étonné que des fois on ait du mal à la comprendre, parce que la question du sens que peut mettre un éducateur. Alors peut-être il y a besoin de le partager, ou il peut être incompris, mais c'est toujours un petit peu difficile. Et juste sur la question des valeurs républicaines, moi je suis assez inquiet. Je pense qu'il y a une vraie bataille culturelle à mener, de même qu'il y a une bataille culturelle à mener au sein des associations d'éducation populaire. Il y a une bataille culturelle à mener avec les syndicats dans l'éducation nationale, et dans le milieu universitaire. Ce sont les mêmes dérives finalement qui touchent le travail social. Et puis c'est ce que je disais, quand on est dans la relation éducative ou quand on est dans la relation d'empathie, que des fois l'équilibre précaire entre sa mission première de veiller à l'émancipation, à l'insertion du sujet, elle est parfois, cet équilibre, il est parfois difficile, et on a tendance, fait ça, ce que tu dis, voilà, à prendre peut-être, il faudrait parfois extraire la parole de l'usager de façon, dans un système un petit peu plus collectif. Ouais. Merci, merci Paul. Cher Pascal, tu as levé la main, alors on t'écoute Pascal. Oui, il me semble qu'aujourd'hui, on forme des techniciens. D'ailleurs, mon métier se transforme de plus en plus, non pas en directeur, et pour moi, ça a un sens très précis, mais je suis aujourd'hui de plus en plus un manager. Et vous savez, dans nos métiers, on apprend la méthodologie de projet. Et à chaque fois, la méthodologie de projet, elle vient de l'industrie. C'est-à-dire qu'on fonctionne par objectif, mais dans la relation humaine, fixer un objectif, c'est toujours bien. Bien évidemment, il y a des choses à apprendre là-dedans. Mais en même temps, il y a de l'imprévu dans la relation avec l'autre. Ce qui me semble important, c'est qu'on puisse donner la possibilité, notamment à des jeunes ou des moins jeunes, de s'approprier ces valeurs. Qu'est-ce qu'on met derrière la liberté? Et ça, on ne le fait pas suffisamment, il me semble, dans nos métiers, parce qu'on considère que c'est un petit peu Eugénie Bastier qui disait ça dans un livre que je viens de lire, le ressenti, ça vaut une vérité.
Mais bon, c'est pas moi qui le dis, c'est Eugénie Bastier qui précise qu'il n'y a aucune vérité qui peut advenir si chacun est dans le ressenti. Et je pense que cette époque que l'on vit, hein, tous, elle est basée beaucoup là-dessus. Je prendrai comme exemple la pédagogie positive, qui devient comme un modèle. Encore une fois, il y a peut-être des choses à emprunter là-dedans, mais cette notion d'autorité, il faut la creuser et si possible, la creuser avec des jeunes en les interrogeant. Je vais vous citer un exemple que j'ai vécu il y a 2 semaines de ça. On demandait à des jeunes, et je trouve ça très bien, et les jeunes se sont pliés au jeu, de qu'est-ce que voulait dire le vivre ensemble. Et à chaque fois, ils revenaient sur cette notion d'identité, de particularité à faire valoir. Et la question qu'on pouvait quand même leur poser pour aller plus loin, parce que c'est normal pour un jeune de se poser la question de l'identité, c'était de dire, mais qu'est-ce qui nous unit tous? Comment on fait? Qu'est-ce qui nous permettrait de vivre ensemble véritablement? Vous voyez, il y a une façon d'aborder la pédagogie qui, de plus en plus, est sur l'individu et non pas sur le collectif. Donc, pour que les valeurs, elles puissent vivre, il faut les incarner. Donc, oui, les, les interroger et pousser à la réflexion, pousser à l'effort de l'identité collective, quoi. Voilà. Merci, merci Pascal. Non, je vais donner la parole à la formidable Marika Brett, voilà, qui a levé sa main. Donc, Marika, nous t'écoutons. Merci, Marika. Merci Faisal. Ce que j'entends, je ne me surprend pas il est hélas la difficulté énorme qui traverse notre société et toutes les couches de la société et dans tous les métiers et partout, à savoir que faire société, c'est-à-dire en réalité faire communauté nationale, hein, ne s'oppose formidablement à faire du communautarisme. Et on est effectivement en plein dedans avec une jeunesse qui ne se trouve pas dans la communauté nationale. Moi, j'avais une question parce que il a été question, je crois que c'est Nathalie qui en a parlé, il a été question des financeurs et je voulais savoir d'abord qui étaient les financeurs, quelles étaient leurs réponses, hein, puisque forcément, j'imagine que vous faites le retour sur ce gouffre qui se creuse, hein, et inquiétude particulière quand il s'agit de la jeunesse. Quels étaient leurs retours? Est-ce qu'ils avaient une conscience? Est-ce qu'il y avait une prise de conscience là-dessus ou pas du tout, ou voire un déni? Alors, même, enfin, comme on est dans un cercle assez restreint, même si d'autres personnes souhaitent intervenir ou répondre ou amener une réflexion à Marika Brett, n'hésitez surtout pas. Et du coup, peut-être si Nathalie veut répondre. Oui, puisque Marika m'a interpellée. Nos financeurs, je pense, sont conscients du problème. Le souci, et tout à l'heure, Guylain en a un peu parlé, c'est qu'en fait, on a affaire à des fonctionnels qui ne regardent pas forcément les opérationnels que nous sommes de la bonne manière. C'est-à-dire que c'est eux qui nous octroient des moyens, mais parfois on a l'impression de ne pas être compris. Et quand on fait remonter des difficultés, notamment concernant les valeurs de la République, que vraiment, je pense nous sommes vraiment des observatoires, hein. Enfin, je pense que Pascal partagera mon avis, mais nous sommes vraiment des observatoires sur des unités territoriales qui sont relativement restreintes. Moi, c'est une commune de 13 000 habitants, donc forcément que sur le quartier, par exemple, sur le quartier de cette commune, évidemment que nous sommes des observateurs privilégiés. Donc nos financeurs sont alertés, ils savent. Mais parfois, j'ai l'impression qu'ils ne nous prennent pas complètement au sérieux. C'est-à-dire qu'on aurait besoin de financements plus importants, notamment pour recruter des éducateurs, des animateurs mieux formés, plus compétents, plus diplômés, avec plus de temps. Et on nous contraint tout le temps, on nous contraint à la difficulté, en fait. C'est-à-dire qu'on nous restreint nos moyens.
Alors, je pense d'un côté, ils ont conscience, d'autre côté, ils restreignent les moyens et ils pensent qu'on va faire des miracles. C'est un peu ça. Et c'est vraiment très inquiétant parce que euh, nous avons besoin de moyens financiers, clairement, pour pouvoir recruter les meilleures personnes au meilleur endroit. Et je pense vraiment que dans la société que nous vivons actuellement, il y a urgence. Voilà ma réponse. Je ne sais pas si elle est commune à mes autres, à Pascal, par exemple, mais je trouve vraiment qu'on est trop restreint dans nos moyens. Oui, c'est vrai que la question financière, elle se pose toujours. Mais moi, j'insisterai, enfin, à vrai dire, dans le centre où je suis, comment dire, j'insisterai davantage sur la question financière. Elle sera toujours liée aux objectifs à atteindre et des choses comme ça. Et moi, ça me pose problème. Euh, Si nous avons des partenaires, alors il faut vraiment qu'on vise les mêmes, qu'on s'entende sur ce qu'on vise, quoi. Oui, je réinsiste sur la méthodologie de projet. On nous enferme là-dedans et ben c'est peut-être pas suffisant. Encore une fois, c'est pas bien ou mal, c'est pas le problème. C'est juste qu'il faut dépasser dépasser l'aspect technique et c'est tout. Enfin, j'en ai marre, moi, des aspects techniques. Euh, euh, vous voyez, de plus en plus, les travailleurs sociaux se transforment en agents d'intervention, des mots comme ça. Non, il y a des êtres qui pensent. Et voilà, poussons la réflexion. En fait, c'est ça qui manque pour moi, c'est pousser les réflexions. Et l'aspect financier, trouvera peut-être tout son sens par la suite. Bon, mais voilà, moi je suis sûr de rien, évidemment. Mais de toute façon, sur ce que vous dites, c'est vrai qu'effectivement, enfin, là, il y avait en effet un sujet concernant les dossiers de demande de subvention. Et sur ce que tu disais, Pascal, c'est qu'aujourd'hui, on ne forme plus des travailleurs sociaux, des gens de l'humain, on forme des managers. C'est-à-dire des gens qui doivent être la capacité de tout rationaliser. Oui. Un centre social, c'est 70, voire 80% de masse salariale. Ce qu'on leur demande, c'est d'être en dessous de 70. Voilà, il faut économiser 10 points. Et quand il faut économiser 10 points, il faut aller chercher dossier de subvention. Et comme depuis quand même, je le dis quand même, depuis quelques années, on n'est plus dans des subventions, entre guillemets, je dirais, classiques, on est dans des appels à projets, entre guillemets, d'opportunités. C'est-à-dire que chaque administration va faire son propre appel à projet en fonction de la politique du moment. Et moi, je dis souvent qu'on est parti d'une politique classique à une politique TikTok. Aujourd'hui, si demain vous avez un jeune qui mourrait en ayant avalé des pois chiches, je peux vous garantir que 3 mois après, vous aurez un appel à projet anti-pois chiches en France. Et donc, on demandera aux centres sociaux de postuler et de faire des actions pour expliquer qu'un pois chiche, ça se croque et ne ça s'avale pas. Et il est là le problème. Et Plus la concurrence. tout à fait, plus la concurrence. Et aujourd'hui, il y a effectivement, comme tu disais, Pascal, il y a une concurrence entre les structures. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les services de l'État, lorsqu'ils ont donné une subvention, j'ai une bêtise, de 10 000 euros pour telle structure, ils ne vont pas la donner à l'autre structure parce qu'il y a déjà une subvention qui est donnée pour telle structure. Et comme ils se partagent en effet parfois des publics, eh bien forcément, on dit non, il faut travailler avec telle association, etc. Et le métier, la rareté entre guillemets de l'argent, mais enfin, c'est pas qu'il y a il n'y a pas moins d'argent, il y a toujours un peu moins d'argent, mais il y a toujours beaucoup d'argent. Derrière, ça devient très compliqué pour les partenaires. Ça, c'est une réalité. Et comme ça devient très compliqué, mais on recrute des compétences bas de gamme. Moi, je vais prendre un exemple. Vous prenez les médiateurs adultes relais que certains connaissent dans les quartiers. Il faut avoir moins de 30 ans, il faut habiter dans des quartiers, il faut être dans un circuit d'insertion. C'est-à-dire qu'on prend des médiateurs qui, eux, sont dans l'insertion, avec parfois des problèmes très compliqués, des situations sociales très difficiles. Et ces gens-là doivent contribuer à régler des problèmes à des gens qui sont encore dans des situations beaucoup plus compliquées qu'eux. Donc, et comme le poste, il est financé pratiquement à 100% par l'État, il est pris en charge 80% par l'État, si vous rajoutez derrière, entre guillemets, les aides, les lois Fillon, enfin les aides pour les bas salaires, enfin les réductions de charges pour les bas salaires, le collaborateur, il coûte 30 balles par mois. Et donc, il y a une régression également en termes de compétences. Et c'est un vrai sujet dans le métier du social. Et aujourd'hui, combien de personnes, tu ne sais pas quoi faire, passe ton BAFA et puis tu gagneras 400 balles au centre social.
Oui, il y a eu une campagne de communication l'année dernière par une des ministres. Faites du BAFA, vous aurez 200 euros. Enfin, vous serez accompagné à hauteur de 200 ou 400 euros à l'époque. Enfin, c'était ça l'année dernière. Bon, ben, on a formé qu'on appelle ça, toute une flopée de gens qui peut-être les métiers du social, ça ne les intéressait pas, ils viennent simplement chercher un salaire. Et quand vous venez chercher un salaire dans les métiers du social, vous ne pouvez pas corriger une personne qui va atteindre, qui va atteindre quoi appelle ça, nos principes républicains ou la laïcité, parce qu'il est là avant tout pour d'avoir un peu d'argent pour un job d'été. Et le social, on doit avant tout travailler avec des gens, je dirais, motivés, des gens avec un vrai sens du service public et un vrai sens de l'autre. Et si on recrute que des gens parce qu'il faut travailler, bah, c'est pas la peine. Et on le voit même chez les conseillers en insertion professionnelle. Aujourd'hui, on a des gens qui savent pas quoi faire, va faire une formation à l'AFPA, c'est pris en charge par Pôle emploi et tu seras conseiller en insertion professionnelle. Et la personne, elle connaît rien du métier de l'insertion professionnelle. Je vous le dis, je fais du mentorat et je vois beaucoup de jeunes. Et souvent, malheureusement, ce qu'on leur dit, c'est pas terrible. Bon, je vais m'arrêter là sur la question. Je vais donner la main à Najat. Excusez-moi, Najat, parce que ça fait 5-10 minutes que vous levez la main. Je suis désolé. Donc, allez-y, Najat, nous vous écoutons. Ah, réactivez le micro. Najat? Najat. Bon. Euh, Alors, attendez, je vais la débloquer. On va essayer de demander. Hop, hop, hop. Najat? Bon. Alors, je vais donner la parole à Raphaël Chouraki. Et ensuite, je donnerai la parole à Guylain, si Najat ne revient pas entre-temps. Allez-y, monsieur Chouraki. Oui, bonjour, Raphaël Chouraki. Je suis président d'un centre social sur le plateau nord de la métropole de Lyon, Pays-la-Pape pour ne pas le nommer. Et en 2015, nous avons conscientisé tous avec une grande ferveur donc la question républicaine et des valeurs républiques à la suite des attentats. Et nous avions monté donc un modèle de rencontres annuelles sur une quinzaine de jours que l'on avait nommé donc collectif, que l'on avait créé à partir d'un collectif qui s'appelait le collectif du vivre ensemble. Et ces rencontres donc ont perduré de 2015 jusqu'à 2018 et ont fait l'objet d'une expérimentation au niveau de la préfecture et de la métropole sud de Lyon sur 5 territoires de la métropole. Il y avait donc Rieux-la-Pape, Vaux-en-Velin, Saint-Fond, Givors et un territoire semi-rural des Monts du Lyonnais. Cette expérimentation donc s'est intitulée Soif de République et avait donc pour vocation à signer des contrats tripartites, ville, État et, et préfecture, donc ville-État, et puis aussi les associations des villes pour définir une stratégie de construction de programmes en vue de défendre les valeurs de la République. Et ces contrats tripartites donc, étaient faits dans le cadre des budgets de la DILCRA et étaient abondés donc, par la ville et en partie par la métropole de Lyon. Et donc ça a très bien marché jusqu'à le Covid, mais il n'y a pas de volonté politique d'affirmer donc ces contrats tripartites au niveau des territoires et au niveau national. Alors qu'on a fait un travail très intéressant, voire même aussi d'aller chercher des universitaires à Lyon 3 pour parler de la laïcité, pour parler même aussi du fait religieux, etc. Et tout ça, je crois que le cœur de tout ça, je l'ai entendu dire, c'est une volonté de l'État et de notre pays de décréter les valeurs républicaines comme un enjeu national pour pouvoir donc faire vivre donc ces valeurs au plus près des territoires. Donc ça prenait différentes formes. Hein. Ça pouvait être un simple label, Soif de République, et donc il y avait des appels à projets aussi. Et donc on avait émis aussi l'idée que ces dispositifs Soif de République étaient gouvernés sur les territoires de manière tripartite entre un collège associatif, un collège de citoyens tirés sur
sur les listes électorales et, entre guillemets, un collège de sages pour réguler un peu l'ensemble de ce dispositif et des actions apportées. Donc, il y avait, voilà, donc on a été récupéré par la municipalité parce que la convention a été signée, mais bon, c'est la municipalité qui a récupéré un peu tout ça et les choses se sont, par manque de volonté, se sont étiolées au fil des années. Voilà. Je crois beaucoup, moi, à définir ça dans le cadre des politiques publiques, parce qu'effectivement, dans les centres sociaux, avec les petits bras qu'on a et le faible moyen, ça se dilue dans la masse et ça n'est pas pris en compte comme ça devrait être. Et donc, le principal projet, c'était attester d'une République qui s'affirme. Je vous dis exactement les rappels et les objectifs de soi de République, rassemble et répondent aux enjeux de notre société en affirmant le rôle unificateur de la promotion des valeurs républicaines. Le deuxième enjeu, c'était affirmer la primauté du pacte républicain sur tous les replis et dérives identitaires à l'œuvre dans la société. Le troisième, c'était affermir, voire rétablir le respect et la confiance de chaque citoyen dans les lois, les institutions et les valeurs de la République et les principes de laïcité. Quatrième projet, c'était faire partager un même récit et un même destin à tous nos citoyens, quelle que soit l'origine, leur parcours, dans un présent partagé, en prenant en considération un passé pluriel, et ouvrir à eux à plus de dialogue et de fraternité. Voilà, etc. J'en passe et des meilleurs. Donc là-dessus, par exemple, il y a des choses qui ont très bien marché, ne serait-ce que, par exemple, apprendre la philosophie à des gamins de 8 à 10 ans. Moi, je me suis dit au début que c'était utopique, mais ça marche très bien. On a mis en place donc depuis 2 ans, dans le cadre des centres de loisirs et de certaines activités, le projet SEV, Savoir-être et vivre ensemble de Frédéric Lenoir. Eh bien, je peux vous dire que moi, j'ai assisté à des réunions de gamins de 10 à 10 ans. À la fin de la réunion, ils en redemandent encore. Hein. Voilà, je pourrais développer très longtemps. Enfin, ces dispositifs-là sont très normés aujourd'hui. Ils vont être relancés. Le collectif existe toujours, travaille toujours avec une quarantaine d'associations diverses et variées de l'éducation populaire. Et donc, la DILCRA s'est saisie de ça et donc le collectif a donc une voix à porter donc, dans le cadre du CORA et de la DILCRA. Merci, merci à Raphaël pour le témoignage, puis également pour les actions que vous avez décrites. Et je vais retenter avec Najat. Najat, si elle est présente. Ah, vous êtes revenu, Najat. Bah, j'avais pas, j'avais un souci, je devais aller dans Zoom, Ah, d'accord, ok. dans mes Donc, paramètres pour autoriser. ok, Mm. donc je vais vous redonner, donc je vous donne la parole. Ensuite, j'aurai la parole à Guilain. Alors, je regarde au niveau du temps pour pas perturber tout le monde. On se dit encore 5 minutes, voilà, histoire qu'on est dans des temps convenables et que chacun puisse reprendre un peu sa vie de soirée. Donc, on vous écoute, Najat. Moi, je voulais juste un petit peu réagir à ce que j'ai entendu avec lequel je suis d'accord. Moi, je suis travailleur social depuis 2001 et je suis aussi fonctionnaire depuis toujours. Je voulais revenir à la question des fonctionnaires et dire que les coupes budgétaires que chacun ressent, nos directions, nos élus, ils les ont aussi, quoi. Et donc, c'est de plus en plus compliqué. Et c'est vrai que depuis une vingtaine d'années, on a connu le fait de devoir aller chercher de l'argent, comme vous avez dit, à travers des appels à projets, des amis aussi, des appels à manifestation d'intérêt, pour aller remplir nos missions. Donc, on se rajoute des bilans, des indicateurs, etc., parce qu'on doit rendre compte à chaque fois pour des missions qui devraient être les nôtres déjà. Moi, je fais aussi une différence entre l'éducation populaire, parce que j'en suis quand même issue aussi, et le travail social. Je trouve que c'est deux domaines qui sont vraiment très liés, mais c'est deux domaines qui sont différents, notamment dans la méthodologie d'intervention pour chaque domaine, même si on travaille sur des territoires avec des populations. D'ailleurs, on n'a pas parlé de la participation des habitants. C'est vrai que c'est un sujet à lui seul. Et je voulais revenir aussi, par exemple, sur l'accès au droit. Nous, on a répondu à un ami, un appel à manifestation d'intérêt. C'est vrai que cet appel à manifestation d'intérêt, on a été retenu avec 39 territoires pour territoire zéro non-recours. Donc, en fait, on est financé dans le fait d'aller chercher les publics à travers de l'Allée verte. Maintenant, c'est l'Allée verte qui est mise en avant pour essayer de lutter contre le non-recours au droit.
donc à travers un bus, aller sur les marchés, aller en bas des immeubles. Et en fait, on emprunte un petit peu à l'éducation populaire de différentes interventions parce que nos publics, les publics qu'on aimerait toucher ne viennent pas. Je ne dis pas qu'on manque de public. Et ensuite, il y a la réalité des suivis sociaux aujourd'hui, parce que moi, je travaille beaucoup avec les maisons pour tous, à travers des permanences délocalisées. Ils demandent du travail social parce qu'ils ne savent pas comment répondre. Et le problème, c'est qu'on n'a pas les moyens. Aujourd'hui, un travailleur social dans un quartier populaire, c'est 150-200 situations de suivi, notamment en termes de protection de l'enfance, voire impossibilité de faire de la prévention. Donc, on développe le PRE, le programme de réussite éducative, pour venir en aide aux familles quand c'est possible. Mais sinon, on intervient surtout comme des pompiers a posteriori. Donc, tout ça, ça crée quand même une perte de sens. À Paris, où j'étais il y a 2 jours au ministère sur le territoire zéro non-recours, ils parlaient d'impuissance en disant les travailleurs sociaux se sentent impuissants parce qu'il y a de moins en moins de moyens pour agir. Moi, je pense que l'impuissance, on ne nous a jamais demandé d'être des superman avec une cape et d'intervenir pour tout résoudre. Et en fait, le fait d'être à côté, de donner les moyens aux gens, j'allais dire, de se relever, c'est quand même du travail social et ça commence d'abord par une écoute. Et c'est vrai que les travailleurs sociaux, que moi j'ai travaillé et je travaille encore avec des éducateurs, des assistants sociaux dont je suis et des CESF, on a perdu cette faculté à travailler avec nos publics, à aller vers, et on est derrière le guichet quelque part à attendre un petit peu le client et à répondre à travers des dispositifs. Et moi, je situerais ça à peu près avec le RMI, en 88, avec cette volonté de créer des droits qui sont liés à des devoirs et qui ne sont jamais quittés. Voilà, la politique de la ville, pour moi, même si on peut reconnaître que là où c'est mis en place, ça porte ses fruits, c'est quand même aussi cibler des territoires pour essayer de les accompagner le plus possible. Et ça peut être vécu comme du saupoudrage. C'est pas moi qui le dis, c'est la Cour des comptes avec un rapport qui n'était pas génial. Tout ça pour dire que le travailleur social aujourd'hui, pour définir son identité, il doit savoir qui il est. Et quand on travaille avec des populations très différentes, notamment sur les QPV, les quartiers politiques de la ville, avec une population qui rejette complètement la laïcité, et je parle notamment des jeunes qui vivent ça contre eux et pas protectrice comme une époque. Moi, je suis issue de la première génération et la laïcité, on n'en parlait pas. C'était évident et c'était plutôt protecteur. Aujourd'hui, quand on regarde les derniers sondages, j'ai plus en tête, mais je crois que ça plus de 70%, les jeunes qui disent que c'est contre eux et que la laïcité, elle vient les combattre. Moi, je pense qu'il y a du travail à faire, que pour ça, le travailleur social, il doit aussi constamment se remettre en cause à travers l'analyse de la pratique, l'altérité, le fait d'aller, la participation des habitants qu'on a perdus, pour pouvoir se reposer les bonnes questions et pour pouvoir se resituer un petit peu dans ce qui a fait notre diplôme. Et les assistants sociaux, pour rappel, ils ont aussi un cadre de déontologie qui est très clair à travers la laïcité, la neutralité, l'accueil inconditionnel et j'en passe. Donc, c'est compliqué quand on se cherche soi-même d'arriver à aider les autres, surtout que dans nos métiers, on doit sans cesse travailler avec la culture de l'autre, s'en imprégner pour pouvoir l'accompagner au mieux. Et s'en imprégner pour pouvoir l'accompagner, c'est pas tout accepter, c'est aussi dire ce qui fait, ce que vous avez dit, ce qui fait unité, les valeurs de notre République, etc. Parce que le but, c'est aussi d'accompagner à la citoyenneté. Voilà. Merci beaucoup, Najat, pour votre témoignage. Alors, je regarde le temps. Alors, je vais demander à nos invités de conclure en 1 minute. Et Guylain, ça te permet de dire ce que tu voulais dire. Alors, je donne la parole à Guylain en premier. Voilà, si tu Alors veux quand bien. même, il y a eu des questions, on ne peut pas les laisser complètement sans réponse non plus, parce qu'il y a d'autres aspects à développer, mais je vais essayer d'être le plus court possible. Moi, je pense qu'on est quand même dans une logique qui est celle de la politique de résultat, y compris dans les services publics. On a donc le service public est normalement dans l'obligation de moyens et non pas de résultats, donc c'est une autre conception qui vient par le management privé qui est entré dans le public dans une logique gestionnaire qui aujourd'hui pénètre partout avec une logique entrepreneuriale du social qui n'a plus le même sens. Et ça, c'est un fait qui est constaté, dont je discute parfois avec même directeurs généraux
qui dirige des réseaux d'établissements sociaux médico-sociaux. C'est un vrai phénomène qui dépasse tout le monde avec les contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens passés avec les agences régionales de santé, etc. On est sur une logique de prix de journée, un marché du prix de journée. Donc on voit très bien qu'on a une évolution quand même assez problématique et qui va à l'encontre finalement aussi du sens qu'on donne au travail social. Après, on peut tenir tous les discours qu'on veut sur la République, mais si d'un autre côté, on n'est pas capable de consolider un système de valeurs derrière ce que porte le travail social et qui va jusqu'aux centres sociaux, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on a aussi des conseillers en économie sociale et familiale. On a de l'accompagnement des familles dans les centres sociaux, et puis, bon, les centres sociaux font partie du système d'alerte en protection de l'enfance, par exemple. On voit que c'est quand même, les choses sont assez liées, même si ce sont des champs qui peuvent être différents, mais on retrouve les mêmes enjeux de fond. Et un exemple, puisque j'ai été membre du conseil d'administration de la CAF du Val-de-Marne pendant 4 ans sur un mandat, eh bien, l'objectif était, avec la convention d'objectifs et de gestion signée avec l'État, une réduction de 7% d'emplois. Donc, on est directement sur la réalité. Et donc, on voit bien qu'on met aussi des institutions à l'os du point de vue des moyens pour répondre aux besoins des familles. Derrière, une redistribution avec Maison France Service, France Travail, etc. Moi, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que c'est vrai que ça serait beaucoup trop long. Mais cela étant, donc, effectivement, on est plus sur cet enjeu-là. Sur les jeunes, la difficulté, c'est qu'ils sont une majorité à bien percevoir la laïcité, mais ils ne lui donnent pas le même sens. C'est ce que je disais tout à l'heure dans les enquêtes d'opinion. Ils ne sont pas 70% à être contre. Ils sont sur une perception différente de la laïcité. Du coup, ça crée effectivement des conflits de valeurs et des conflits qui relèvent de la compréhension des contenus, parce que l'État ne donne pas les impulsions. L'État ne donne pas une vision de la laïcité qui corresponde à nos institutions. Je dis l'État, c'est-à-dire nos représentants, et y compris les premiers représentants, même si parfois, sur une question et sur une autre, ils peuvent prendre de bonnes positions. Mais de manière globale, on n'a pas un message clair. Donc ça, c'est extrêmement préoccupant. Et enfin, on a un problème, c'est que le politique, c'est quand même le citoyen souverain. C'est quand même le fait que si on est citoyen, ça a du sens parce que on dessine l'histoire qui va venir. Aujourd'hui, les citoyens, on leur impose un modèle qui est souvent celui de la mondialisation, qui semble échapper à toute volonté. Ça, c'est un vrai problème pour se faire comprendre par rapport à l'idée de nation, d'État, avec ses composantes de république. Donc, on a aussi cette crise de légitimité de l'État et de la République qui vient de ce problème-là et qui nous échappe. Et là, c'est un vrai enjeu, effectivement, qui va au-delà moi, je dirais même de la question de la place de la France. Et donc, ça va beaucoup plus loin. Et enfin, pour conclure, je pense que vraiment le travail social, qui a une dimension humaniste, émancipatrice, ne peut pas être dissocié des principes républicains, sinon il perdrait ce sens d'un humanisme qui est celui justement par le fait qu'il est porteur d'émancipation, c'est-à-dire d'autonomie de la personne pour savoir décider de ce qu'elle veut pour elle-même dans un projet individuel qui s'inscrit dans un système global où il y a cette liberté aussi, un principe commun. Eh bien, ça, ce n'est possible qu'effectivement si on redonne un socle à tout ça. Et effectivement, aujourd'hui, on est dans une crise de socle qui est très importante. Merci. Merci. Merci, Guilain. Alors, Nathalie, alors, si tu veux conclure en 1 minute. Oui, je voulais revenir sur ce que disait Najat concernant la mobilisation des habitants et plus que la mobilisation des habitants, le vivre ensemble et le faire ensemble. Alors, je me tourne aussi vers Pascal, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui devient compliqué à organiser. Alors, moi, ce qui m'étonne, c'est qu'on nous donne des techniques pour organiser le faire ensemble. Et en fait, on oublie que faire ensemble, il faut déjà un objectif commun. Et que les objectifs, ils ne doivent pas descendre du haut pour aller vers le bas, mais ils doivent remonter du bas. Et ça, c'est très difficile à susciter. C'est beaucoup d'années de travail, c'est beaucoup de recherche de confiance, c'est tout un travail en fait au quotidien qui dure des années. Et ça, j'ai l'impression quand même que, alors j'ai pas dit fonctionnaire tout à l'heure, hein, j'ai dit fonctionnel, c'est pas tout à fait la même chose. Et j'ai l'impression que nos partenaires publics n'en sont pas complètement conscients de tout ce travail de maillage qui est fait, de recherche de la confiance d'autrui. Ça aussi, on n'a pas parlé de confiance, mais pour arriver à travailler ensemble, il faut que tout le monde ait confiance l'un en l'autre. Et ça, c'est quelque chose qui s'est perdu aussi. Donc voilà, je voulais juste conclure là-dessus. Et je vous remercie beaucoup pour votre participation parce que c'est très agréable de parler de ces choses-là. Parfois, on a un peu de mal aussi à parler collectivement de ce type de problème et c'est vraiment
très bien d'avoir organisé cette rencontre. Merci Ben, beaucoup, Paul. merci à toi, Nathalie. Alors, cher Pascal, Mais que dire oui, on est dans une société qui est de plus en plus divisée et moi, ça m'inquiète. Il y a un ami qui me rappelait récemment que les débats, on est obligé aujourd'hui de les faire entre nous et parfois ça peut se comprendre. Il faudrait retrouver ce qu'on met parfois en place dans les centres sociaux, c'est le débat contradictoire. C'est vrai que ça peut être intéressant, encore une fois, dans cette appropriation des valeurs de la République. Et puis, voilà, si l'éducation populaire, c'est une utopie de proximité, bah, c'est peut-être possible de l'atteindre, en tout cas, parce qu'elle est de proximité, avec une dimension universaliste, évidemment. Ce serait pas mal, voilà. Bon, c'est ma petite phrase de conclusion. en plus, alors Pascal, je te le dis, tu as une voix, tu pourrais doubler des films américains. C'est vrai? Ah, sérieux, tu pourrais doubler des films, ouais. Tu Ah, pourrais être doubleur. Franchement, tu as une voix un peu rock, tu pourrais être doubleur. Je le dis, bon, alors, je vais me. Comment on dit non, mais je dis ça parce que comme le doubleur de Schwarzenegger est décédé le week-end, ta voix, voilà. bon. Merci Pascal. Alors, Paul, mon cher Paul, Heureusement que tu dis pas que j'ai une voix d'arbitre de rugby. Non, je vais essayer de faire rapidement et par rapport à l'intervention de Marika, moi j'ai juste envie de lui répondre et je pense qu'elle ne sera pas surprise, c'est que les financeurs ils font souvent les mauvais choix. Moi j'ai en tête, parce que là on parle des centres sociaux, on parle de la CAF avec qui j'ai l'habitude de travailler, la CAF qui finance en général, c'est 50% de financement collectivité, 50% CAF. Et je me rappelle, il y a 2-3 ans, la Fédération des centres sociaux qui avait organisé une rencontre avec des jeunes de toute la France à Poitiers. Et Sarah El Haïry était venue leur rendre visite au bout de 4 jours de formation sur les questions de valeur de la République et de laïcité. Et ce qu'elle a pu entendre, c'était de mémoire que la laïcité, il y avait un racisme d'État, que la laïcité était excluante et islamophobe. Enfin, tout un tas de choses qui n'avaient pas leur place. Donc, moi, je pense que les institutionnels ont parfois aussi des questions à se poser. Et il y avait la question aussi de la formation des centres sociaux. Alors, c'est très compliqué parce que les centres de formation, il y a aussi beaucoup d'universitaires et quand on connaît les dérives, aujourd'hui, moi, il y a 15 ans, on n'en parlait pas en formation de laïcité, de valeur de la République. Aujourd'hui, on en parle. Mais je ne suis pas sûr que ce soit toujours les bonnes personnes qui soient invitées pour parler de ces choses-là. Et il m'est arrivé plusieurs fois, lors de conférences, d'entendre des choses très problématiques. Et Nathalie, tu le disais, on se sent parfois seul. C'est aussi le but de la création de Vigilance Travail Social. C'est que il y a beaucoup de... C'est pas facile d'être un éducateur, d'être un travailleur social, laïque, républicain, d'avoir ces valeurs et de les partager. Quand on travaille, par exemple, en QPV, ça m'arrive d'échanger avec beaucoup de collègues et d'amis. C'est pas facile de tenir ce discours. Les risques, ils sont grands. Ne serait-ce que se faire coller une étiquette dans le dos dans un quartier, ça peut vite être dangereux. L'accusation d'islamophobie, elle est jamais très loin. Et il est toujours difficile de parler de ces questions-là. Et voilà, donc j'espère que cette table ronde pourra être utile à son échelle. Et en tout cas, Vigilance Travail Social veut prendre sa part dans cette bataille culturelle qui a mené et de dire à tous ces éducateurs qui partagent nos valeurs, non, vous n'êtes pas seuls. eh ben merci Paul, merci
chacun et chacune de votre présence. Parler de tout, mais l'heure tourne et on sait que les réunions après 1h30, ça devient fatigant pour tout le monde. Donc, merci beaucoup pour votre présence, merci beaucoup pour votre bienveillance, pour votre participation. Merci pour tout. Et je vous dis merci les invités, merci Paul, merci Nathalie, merci Pascal, merci Guilain. Merci à tous également, merci Marika. Et voilà, je vous invite tous et à toutes à vous inscrire à la newsletter de Vigilance Travail Social. Je vous ai mis l'adresse un peu plus haut sur le message. Et puis, merci encore à tout le monde. Et je vais vous citer, parce qu'on n'est pas nombreux. Merci Najat, merci Raphaël Chouraki, merci également Stéphane, merci Magali Fleury, Gilles Denis qui est en off, je le sais, merci Sylvie et merci Martine. Voilà. Et je vous souhaite Et à un tous une grand très bonne merci soirée. à Faisal Djelil pour l'animation l'animation de cette table ronde. Voilà, je tiens simplement à le dire, je le dis quand même, c'est la première fois de ma vie que j'anime quelque chose comme ça. Donc, pardonnez-moi s'il y a des choses où je n'ai pas été bon ou carrément. Je crois qu'on peut se permettre de dire qu'on est les premiers à organiser une table ronde sur ces questions-là. Aussi, c'est vrai, c'est vrai. Eh bien, écoutez, je vous souhaite à tous une bonne soirée et puis merci beaucoup. Et nous diffuserons sur la chaîne YouTube, d'ailleurs, on préviendra tout le monde de la diffusion de cette émission. Voilà, Merci. merci à tous. Merci, au revoir.